qui complète au fond un peu ce que nous allons discuter. Emmanuel, si vous pouvez donc vous présenter brièvement, pareil, donc on va se partager le temps qui nous reste, hein. On est dans le partage, hein, vu la spécificité de notre session. Donc voilà, 15 minutes, Emmanuel, et je vous remercie par avance pour le respect du timing. Bonjour, alors j'espère que vous m'entendez bien. Je suis un peu embêtée, en fait, d'autant plus du fait de la présentation précédente qui concernait justement un programme de migration temporaire et une agriculture, enfin une monoculture de fraises, de pas, contrairement à ce que mon titre indique, présenter ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire justement une analyse sociologique des effets et des conséquences des programmes de migration temporaire pour les travailleurs concernés. Parce que, contrairement à ce que le titre indique, ce n'est pas l'objet de ma présentation. En fait, pour resituer, j'ai écrit aux organisateurs de ce programme parce que cet appel à contribution qui pose la question des liens entre patrimoine et migration faisait écho à des questions sans réponse, je le dis tout de suite, que je me suis posées ces derniers temps. Et donc, j'ai répondu, en fait, j'ai envoyé un mail pour pouvoir participer à cet atelier en proposant des pistes de réflexion qui n'étaient pas du tout abouties, mais qu'on m'a demandé malgré tout de présenter ici. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je ne parle pas en tant que spécialiste des programmes de migration temporaire ici, mais en tant qu'une personne qui essaye de s'aventurer dans un nouveau champ qui n'est pas sa spécialité. Après un parcours universitaire en sociologie, je me suis en effet spécialisée sur les migrations internationales, mais je cherche aujourd'hui à intégrer à mon travail les questions de la rénovation du bâti ancien et des techniques de construction traditionnelles. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est un des champs d'intérêt depuis que je suis enfant, ayant grandi en milieu rural, ayant été sensibilisée familialement à la question de l'importance et de la richesse du patrimoine ancien. Alors, ce que je voudrais faire comme petite aussi remarque préalable introductive, c'est qu'effectivement, le patrimoine ces derniers temps a pris une définition beaucoup plus ample et c'est très bien comme ça. Sauf qu'on voit aujourd'hui qu'il s'est tellement élargi que finalement sa définition initiale qui était liée à la question du bâti devient presque aujourd'hui anecdotique et moi c'est sur cette question-là que je vais essayer de me poser des questions relationnelles. Je souhaite en effet donc faire converger ces deux problématiques. Et si c'est le cas, c'est ancien dans ma démarche, mais c'est aussi parce que la crise du Covid a accentué des questionnements qui me préoccupent depuis que j'ai commencé à travailler. Comment mener une action intéressante et cohérente écologiquement, tout en ne délaissant pas la question sociale et ses dimensions migratoires. Et comment allier travail manuel et travail intellectuel par ailleurs. Je travaille sur les migrations saisonnières d'ouvrières agricoles dans les enclaves d'agriculture intensive depuis que j'ai commencé en fait la sociologie. Ma thèse s'appelle « Importer des femmes pour exporter des fraises » et par ailleurs, elle conclut pour les collègues, je pense à des conclusions qui diffèrent de l'idée que les programmes de migration temporaire amèneraient à une convergence et à une intégration, mais on pourra en parler par la suite. Donc, j'ai travaillé sur les migrations saisonnières d'agriculture intensive en Espagne, d'ouvrières venant du Maroc. J'ai travaillé aussi en France avec de nombreux collègues sur les migrations saisonnières d'ouvriers marocains venant en France via le programme des contrats OMI. Pour l'Espagne, c'est les contratations origen. Et je reviens du Mexique, en fait, où j'ai passé 2 ans à travailler sur les questions de migration temporaire d'ouvriers mexicains au Canada. Il s'agit d'une main-d'œuvre étrangère précarisée par les politiques migratoires et le plus souvent très mal payée. Mes dernières recherches, donc, nos dernières recherches avec Béatrice qui est là, ont concerné le détachement dans les Bouches-du-Rhône d'ouvriers agricoles étrangers résidant en Espagne mais venant travailler en France, et je vous renvoie pour les conclusions, les pré-conclusions auxquelles on a été amené pour un terrain exploratoire à un article qu'on vient de sortir dans Plein Droit avec de nombreux collègues et en partenariat aussi avec le Codetras, qui est un collectif de défense des ouvriers étrangers dans l'agriculture des Bouches-du-Rhône, à l'article Salariés agricoles détachés, quelques leçons de la crise sanitaire.
Je vais essayer de partager une petite présentation. Si j'y arrive. Alors, attendez, ça vient. En fait, de photos que j'ai pu tirer de... c'est toujours une angoisse, la vie zoomifiée. Bouton vert, écran partagé. Et puis, tu as, non, ça marchait tout à l'heure. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça va marcher. Non, non, c'est une angoisse pour moi et c'est un problème. Alors, si je share là, est-ce que vous voyez? Oui, oui, parfait, ça va venir. Donc, voilà. OK. Voilà. Donc, les terres de provenance des saisonniers agricoles sont des territoires ruraux. Le Rarg ou le Rif au Maroc, les États du centre et du sud du Mexique, ou des zones reculées en Amérique latine. Dans ces espaces, l'habitat traditionnel a été relativement préservé. Ce sont aussi des zones où la construction en terre crue occupe une place importante. Donc là, c'est une photo qui a été prise bien longtemps pendant mon terrain de thèse en 2011 dans une ferme, alors que je revenais avec les ouvrières agricoles de la saison de fraises. Malgré la persistance de ces formes d'habitat traditionnel, l'apport économique du travail saisonnier et le contact avec de nouvelles pratiques transforment profondément le rapport à l'habitat. Depuis des années, la modernisation a conduit à abandonner les maisons en terre au profit de matériaux industriels comme le ciment. Dès les années 70, Bossard notait à propos de la migration rifaine du nord du Maroc vers l'Europe que 78% de l'argent épargné en migration était utilisé pour la modernisation du bâti ou la construction d'une maison neuve symbolisant la réussite en migration. Donc là, j'utilise une photo de Johan Lamouler lors d'une enquête de terrain où il s'était rendu justement dans les zones d'origine des ouvriers agricoles du Rif et où on voit que la réussite en migration impliquait la transformation à la relation du bâti ancien avec cette maison neuve qui est intégré dans un paysage montagnard, où on voit aussi des ravinements importants, ce qui posera ou qui poserait éventuellement des problèmes en matière de structure quand on a des matériaux en ciment qui sont utilisés sur des terres plutôt instables. Durant ma thèse portant sur le recrutement d'ouvrières marocaines, comme je vous l'ai dit, pour la récolte des fraises en enduit d'Alousie, j'ai pu effectivement observer que les économies des femmes que j'aurais accompagnées étaient en grande partie dépensées pour construire des maisons en parpaing, et ceci malgré les qualités aujourd'hui démontrées du matériau terre, isolation thermique, phonique, coût moindre aussi bien écologiquement qu'économiquement. Et je voudrais signaler d'ailleurs à ce propos que quand je parlais avec elle de la perte éventuellement de confort qui impliquait l'utilisation de nouveaux matériaux, on n'avait pas affaire à un manque de conscience. Elle disait très bien que ces maisons étaient effectivement trop chaudes l'été, trop froides l'hiver, mais que c'était la représentation en fait des maisons nouvelles qui était importante dans le rôle qu'elles avaient, dans le statut symbolique qu'elles allaient avoir au village. À ces constructions neuves, froides l'hiver et chaudes l'été, gagnées à la sueur de leur front, correspond ou répond l'habitat indécent imposé par les employeurs dans les enclaves d'agriculture intensive dans lesquelles ils et elles travaillent la majeure partie de l'année. Donc là, j'ai essayé de donner un aperçu, un petit kaléidoscope de différentes formes d'habitat qui sont liées à la migration saisonnière, qu'on a affaire à soit de la migration saisonnière dite légale, qui est légale, où des personnes sont vraiment canalisées dans des programmes de migration temporaire, où là, on voit des gens logés en AGECO ou parfois dans des masses anciens, ou alors aussi la migration dite clandestine, où des travailleurs vivent pas forcément sans papier d'ailleurs, mais vivent dans un habitat qui n'a pas été pensé par l'employeur et vont développer de l'habitat informel. Ici, vous avez, donc c'est toujours à Huelva, à la fois une mosquée de plastique dans une des plus grandes chabolas, ça veut dire bidonville, de la région d'Huelva, où il y avait une organisation sociale tellement importante qu'on est venu jusqu'à la construction d'une mosquée. Et puis à droite, dans le même endroit, des ouvrières logées en AGECO avec une densité de logement certaine. Et puis plus bas, pour vous ramener dans des terrains plus récents, ce qu'on a pu observer dans les Bouches-du-Rhône cet été, donc les habitats pensés par des agriculteurs en
lien avec des entreprises de travail temporaire, avec des entreprises de travail temporaire, détachant des ouvriers espagnols, des personnes résidentes en Espagne pour venir travailler dans l'agriculture des Bouches-du-Rhône, où là, on voit aussi des formes d'habitat dégradé. Alors, ça, c'est pour la première partie. Je ne sais pas dépasser. La deuxième question qui se pose quand on se pose la question du lien en fait, entre patrimoine bâti ou bâti traditionnel ou technique de construction ancienne et migration, c'est aussi toute la circulation des savoir-faire qui accompagne en fait, les migrants qui se rendent. Donc là, j'ai photographié à Huelva toujours un four en terre, en fait, que les ouvrières saisonnières ont bâti, même si c'est à court terme, pendant la saison, ça les a arrangés pendant 4 mois de pouvoir continuer à cuire le pain. C'est aussi des économies rendues possibles sur les achats. Donc là, on voit que ces femmes qui viennent seules savent construire un four en terre et l'ont finalement apporté avec elles dans leur nouvelle, dans leur temporalité. Ici, ci-dessous, comme on pourrait dire. Ici, c'est la truelle de Luigi Cavana, le papa de Cavana, donc le fondateur de Charlie Hebdo et l'auteur d'Hérital, un des plus grands romanciers. Moi, je pense que c'est grâce à Cavana que je travaille sur les questions des migrations. Et en fait, cette truelle, qui était la truelle du papa de Cavana, qui était maçon, elle est aujourd'hui au musée de l'immigration et elle est considérée comme un objet symbolisant et concentrant les effets de la migration en France. Donc là, aujourd'hui, j'en viens à pourquoi moi, sociologue, j'essaye aujourd'hui de converger ou de diverger même vers la question de l'habitat traditionnel. Je pense que c'est au moment où l'habitat traditionnel n'est pas encore complètement abandonné qu'on peut encore faire de la sensibilisation auprès des populations qui tendent à s'en détacher en proposant des formes de restauration qui les rendent malgré tout confortables et économes en énergie. Les liens entre migration et entretien, restauration et sauvegarde du patrimoine bâti ancien sont complexes et demanderaient une enquête approfondie. Je dois dire qu'une recherche bibliographique exploratoire ne m'a pas aidé à éclaircir ou étayer les ébauches que j'ai dessinées ici. Je m'excuse aussi par ailleurs de ne pas avoir suivi les présentations des gens qui ont directement adressé cette question pendant ce workshop et je trouve que c'est une des très bonnes choses de cet atelier, le fait qu'il y ait des gens qui aient vraiment présenté des travaux sur ces questions. En fait, je suis en train d'essayer de faire une formation de maçonne en restauration du patrimoine et du coup, les deux moments se chevauchent. Donc voilà, c'était pour vous dire, pour vous présenter toutes ces pistes exploratoires et ce cheminement qui m'amène ici. Voilà. Merci.